Le grand hall de la clinique baignait dans une lumière blanche et rassurante, un univers familier où le docteur Mark avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte. En marchant le long du couloir menant à la cafétéria, il affichait ce sourire confiant qui ne le quittait presque jamais. Se tournant vers son collègue, il confia d'une voix badine qu'il avait toujours eu de très bons rapports avec les chirurgiens, tout comme il avait toujours eu de très bons rapports avec les jolies femmes. Son interlocuteur l'écoutait d'une oreille distraite, l'esprit manifestement ailleurs, ce qui poussa Mark à poser une question plus directe, lui demandant s'il avait des nouvelles de Michel, son patron. Les rumeurs couraient dans les services, et il paraissait que ce dernier n'allait pas bien du tout. Son collègue hocha la tête d'un air mystérieux, expliquant que les médecins n'arrivaient pas à trouver ce qu'il avait. Étonné, Mark demanda s'il en était sûr, et s'il pensait que c'était grave. Son interlocuteur avoua qu'il ne savait pas si c'était grave, mais que la seule certitude était qu'il n'arrivait pas à poser un diagnostic. Mark insista, demandant à nouveau s'il en était vraiment sûr, mais la conversation dévia rapidement. Son collègue se souvint qu'au début, Michel cherchait une petite ferme dans le Vaucluse. Mark acquiesça, affirmant qu'il le savait, mais son ami ajouta que finalement cela n'avait rien donné, que tout était vendu. Mark s'exclama que c'était évident, absolument évident, et que c'était précisément ce qu'il disait à l'autre personne l'autre jour, celle avec la blonde, alors qu'ils étaient ensemble. Il rappela à son ami qu'il lui disait souvent que les bonnes affaires ne se passaient pas sous les sabots d'un cheval, avant de se reprendre avec un brin d'humour en disant que cela se passait peut-être plutôt sous les sabots d'un chat. Se tournant à nouveau vers Mark, le collègue lui demanda s'il connaissait le Vaucluse, ce à quoi Mark répondit négativement. C'était bien dommage, commenta l'autre, car c'était un endroit magnifique, tout comme l'Ardèche, un lieu beau et romantique. Il demanda ensuite si Mark connaissait l'Ardèche, mais la réponse fut la même. Sans se décourager, il s'enquit du Gers, mais Mark répéta qu'il ne connaissait pas du tout. Son interlocuteur soupira, trouvant cela dommage tant le Gers était une belle région, une contrée qu'il aimait particulièrement. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, l'ambiance était radicalement différente au bar de la rue principale. Le téléphone sonna, rompant le ronronnement de la machine à café. Béatrice, nerveuse, s'empara de l'appareil. Elle commença à parler à voix basse, s'exclamant que c'était encore elle, Jean-François, qui lui manquait terriblement. Elle avoua qu'elle savait pertinemment que cela faisait déjà 6 fois qu'elle lui laissait un message en l'espace d'un quart d'heure, mais elle expliqua que c'était uniquement parce qu'elle avait oublié de lui dire quelque chose d'important. Elle marqua un temps d'arrêt, déconcertée, avant de concéder qu'elle ne savait plus du tout ce qu'elle voulait lui dire. Elle conclut en disant que ce n'était pas grave, qu'elle le rappellerait plus tard, lui disant adieu et l'appelant son petit loup, tout en ajoutant qu'il la faisait tourner en bourrique car la situation était encore un peu molle. De l'autre côté du comptoir, le propriétaire du bar, un homme imposant et pointilleux, observait la scène d'un œil noir. Sabri, le serveur un peu lunaire, venait de poser un verre sur le comptoir. Le patron s'enflamma immédiatement, criant que Sabri lui servait un Vitel Cassis sans glace, avec une feuille de menthe oubliée, et qu'il fallait se réveiller car les clients n'allaient tout de même pas se servir tout seuls. Il rappela avec force que le métier de bistrotier était avant tout une industrie de main-d'œuvre et rien d'autre, ce qui l'obligeait à serrer de près son personnel. Se tournant vers un habitué qui venait d'entrer, le patron lui demanda si ça allait et si tout se passait bien. L'habitué répondit positivement, avouant que cela lui faisait bizarre de le voir ici tous les jours. L'homme remercia d'ailleurs le patron de l'avoir mis sur ce plan, trouvant cela vraiment sympa. Le patron appela alors à haute voix un autre employé nommé Ro, lui ordonnant de venir voir et de servir un Vitel Cassis, sans paille, mais cette fois-ci avec de la glace. Ro, un peu perdu, demanda de la glace à quoi, ce à quoi le patron répondit avec ironie qu'il s'agissait d'une glace à l'eau en langage technique, c'est-à-dire un simple glaçon. Sabri, qui passait par là, intervint pour dire qu'il aurait fait la même erreur. Le patron se tourna ensuite vers Sabri pour lui faire remarquer, d'un air taquin, que le nouveau chirurgien de la clinique semblait beaucoup lui plaire. Sabri se défendit aussitôt, affirmant que ce n'était pas du tout le cas et qu'il se trompait complètement. Le patron s'en amusa, expliquant que c'était marrant car ce médecin devait être du signe du poisson puisqu'il oubliait constamment ses dossiers. Sabri rétorqua qu'il ne voyait absolument pas le rapport, mais le patron assura que lui le voyait très bien. Au même moment, une cliente s'approcha du comptoir et demanda gentiment, sans vouloir commander personne,
s'il était possible d'avoir une paille en plus après ces 2 verres. Le patron accepta et dit qu'il allait chercher les pailles, demandant à Sabri où elles se trouvaient. Sabri répondit qu'elles étaient dans l'étable, mais face au regard incrédule du patron qui demandait lesquelles, Sabri précisa qu'elles étaient dans la réserve à paille. Le patron murmura que lui aussi aurait fait la même erreur, avant de changer de sujet et de demander à Sabri où il avait trouvé la nouvelle serveuse, Rebecca. Sabri expliqua qu'il ne l'avait pas cherchée, que c'était une copine de Béatrice qui la lui avait présentée, une jeune femme de 24 ans, en contrat à durée déterminée, et totalement dégagée des obligations militaires. Entendant cela, le patron lança à Béatrice qu'elle n'avait qu'à pas leur dire quand elle avait des copines séduisantes. Béatrice intervint immédiatement pour calmer le jeu, affirmant qu'il faisait complètement fausse route car Rebecca était complètement coincée. Sabri précisa qu'il ne disait pas cela pour lui-même, mais plutôt pour le patron. Ce dernier s'étonna, affirmant qu'il n'avait même pas vu que c'était une femme. Après que la serveuse eut déposé les verres, le patron ne put s'empêcher de glisser à l'oreille de Sabri une remarque admirative sur l'anatomie de la jeune femme. Sabri, imperturbable, répondit qu'il ne savait pas et qu'il ne regardait pas ce genre de détails, considérant cela simplement comme un instrument de travail, un peu comme un distributeur de cacahuètes, mais agrémenté de jolies formes. À l'autre bout de la pièce, Béatrice était de nouveau suspendue au téléphone, enregistrant un nouveau message sur le répondeur de son compagnon. Elle l'appelait son chou, lui expliquant qu'elle voulait juste entendre sa voix sur le répondeur et lui demandant s'il allait bien. Elle réalisa aussitôt l'absurdité de sa question, se traitant de bête puisqu'il ne pouvait évidemment pas lui répondre en direct. Elle poursuivit en disant qu'elle le rappellerait, qu'elle l'aimait et qu'elle l'embrassait tendrement, répétant ses déclarations d'amour à plusieurs reprises. Elle se demanda pourquoi elle réagissait ainsi, réclamant un baiser, puis un autre, encore et encore. Sabri s'approcha d'elle et lui demanda où était passé son compagnon qu'il qualifiait de Jackie Chn. Béatrice soupira, expliquant qu'il était parti plaider à Montpellier et qu'il lui manquait déjà énormément. Le patron, qui passait par là, s'étonna de cette destination, demandant si elle était bien sûre que c'était Montpellier. Face à la confirmation de Béatrice, le patron souligna que cette ville était réputée pour abriter les plus belles femmes de France et qu'il s'agissait de l'endroit où l'on enregistrait le plus grand nombre d'adultères au mètre carré. Sabri parut sceptique, mais le patron insista, affirmant que là-bas, il n'y avait qu'un seul homme qui n'avait pas succombé à la tentation, un certain Jean-Louis Vigneault, en juin de l'année 1975. Sabri confirma la précision de l'anecdote historique. Soudain, Béatrice constata que la ligne était occupée. Le patron lui conseilla de raccrocher, et Sabri l'imita, lui disant d'essayer de raccrocher, ce qu'elle fit. Sabri lui dit d'attendre un peu, de souffler profondément, de répéter l'effort pour chasser le stress de son ventre, en attendant que le compteur du répondeur se remette à 0. Une fois le signal sonore retentit, il lui annonça que la voie était libre et qu'il pouvait y aller. La voix mécanique du répondeur de Jean-François résonna, invitant les correspondants à laisser un message après l'audition de la tonalité. Béatrice reprit la parole, annonçant que c'était elle et qu'elle appelait pour lui dire qu'elle était allée au petit pressing du 15e arrondissement. Elle expliqua que Jean-François avait parfaitement raison, que faire repasser une chemise pour 35 balles était un total non-sens et qu'elle n'était pas prête d'y retourner. Elle conclut en disant qu'elle allait raccrocher et qu'elle le rappellerait plus tard. En reposant le combiné, elle soupira qu'il n'y avait rien de plus agaçant qu'une personne collante qui n'arrêtait pas de harceler quelqu'un au téléphone, avouant qu'elle ne pouvait tout simplement pas s'en empêcher. Sabri lui suggéra alors de s'acheter des chewing-gums. Devant l'incompréhension de la jeune femme, il expliqua que c'était exactement comme lorsque l'on voulait arrêter de fumer des cigarettes, on mâchait des chewing-gums pour s'occuper l'esprit. Selon lui, pour arrêter de téléphoner sans cesse, la méthode était identique. Convaincue par cette logique surprenante, Béatrice annonça que si Jean-François appelait, il faudrait lui dire qu'elle revenait dans 5 minutes, le temps d'aller acheter des chewing-gums. Le patron fit remarquer que, de toute façon, avec le nombre impressionnant de messages qu'elle avait déjà laissés, son compagnon en aurait jusqu'au lendemain pour tous les écouter. Sabri confia que cela le rendrait grandement malade si une femme passait son temps à le harceler de la sorte au téléphone. Juste après le départ de Béatrice, le téléphone retentit à nouveau. Le patron décrocha et reconnut immédiatement la voix de Jean-François qui demandait à parler à Béatrice. Le patron confirma que c'était bien elle au bout du fil, modifiant sa voix pour plaisanter,
affirmant que tout allait bien. Sabri se réjouit pour son ami, soulignant que cela lui faisait une vie sentimentale épanouie, ajoutant qu'à partir du moment où il ne faisait pas d'enfant, tout allait pour le mieux. Le patron frissonna à cette évocation, imaginant la tête qu'aurait le gamin et avouant que cela le dégoûtait profondément. Sabri lui demanda d'arrêter car cette simple image mentale le dégoûtait également. Les deux hommes s'amusèrent à imaginer le mélange génétique, évoquant la tête de Béatrice sur le corps d'un même Internet, ou encore la tête de la jeune femme sur le corps d'un Harry cotonné. Pendant ce temps, à la clinique, l'ambiance était plus sérieuse. Dans une chambre d'analyse, un message automatique indiqua que l'enregistrement avait bien été effectué. Le docteur Marc se tenait au chevet d'un patient endormi, accompagné d'un jeune assistant nommé Mathieu Grimbert. Ce dernier s'excusa platement auprès d'un visiteur, expliquant qu'il n'avait pas fait exprès et que c'était le patient lui-même qui avait tout déclenché. Mathieu précisa que le monsieur en question, un certain Coleman, était extrêmement angoissé avant l'intervention. Marc constata que l'équipe avait manifestement mis la bonne dose de sédatif puisque l'homme avait l'air parfaitement calme. Clara, une infirmière dévouée, s'approcha du lit, mais Marc lui conseilla doucement de ne pas trop s'approcher, plaisantant sur le fait qu'elle serait capable de réveiller un mort uniquement en le regardant de ses grands yeux. Clara sourit et prit congé, rappelant à Marc qu'il avait une consultation en attente. Marc la salua chaleureusement. Resté seul avec Mathieu, Marc confia qu'il ne savait pas ce qui lui arrivait, mais qu'il avait l'impression d'avoir à nouveau 15 ans. Mathieu lui demanda s'il parlait d'un point de vue intérieur, et Marc confirma que s'il ne se retenait pas, il allait vraiment se comporter comme un adolescent de 15 ans et lui sauter au cou. Mathieu lui conseilla avec humour de se retenir. Marc expliqua qu'il s'y connaissait pourtant bien en relations humaines, se souvenant qu'avant, il y avait eu Jean-François, et encore avant, une autre histoire. Il mentionna qu'il avait une amie qui s'y connaissait superbement bien en homme, et que chaque fois qu'elle avait tenté de mélanger le travail et les sentiments, cela avait complètement échoué. Mathieu confirma qu'il n'y avait généralement pas d'histoire d'amour possible dans le cadre professionnel. Marc se désola, trouvant fou d'avoir le bonheur à portée de main sans pouvoir le saisir. Mathieu compara cette situation à ses souvenirs d'enfance, évoquant le pompon du manège où son père l'emmenait tous les dimanches. Il se rappelait qu'il fallait attraper la queue du Mickey, mais qu'il n'y arrivait jamais. Marc lui avoua gentiment qu'il n'aimait pas trop quand il lui parlait de son enfance. De retour au bar, le patron essayait d'enseigner quelques techniques de manutention à sa nouvelle recrue. Il expliqua à Rebecca qu'il ne fallait pas se baisser de n'importe quelle manière, mais qu'il fallait garder les jambes bien tendues et baisser le reste du corps afin que le dos reste bien droit. Il lui montra des caisses situées derrière elle, l'encourageant à essayer. Constatant qu'elle s'exécutait correctement, il la félicita, soulignant qu'elle comprenait vite. Rebecca répondit qu'il suffisait de bien lui expliquer les choses. Le patron, fier de lui, commença à se vanter, expliquant que derrière les chefs d'entreprise que l'on voyait d'ordinaire, il y avait souvent des hommes d'action, même si pour l'instant il n'y avait rien de spécial à signaler. Il comprit qu'elle pouvait être impressionnée et qu'elle le plaçait sans doute sur un piédestal. Il lui proposa alors de prendre un verre, affirmant qu'il en avait plein en réserve. Sabri, qui observait la scène depuis un moment, intervint pour dire qu'il avait vu une technique similaire dans une vieille série télévisée policière se déroulant à Hawaï, et que cela fonctionnait à tous les coups. Le patron lui demanda ce qu'il devait faire maintenant. Sabri suggéra d'attendre 10 minutes, avouant qu'il ne se rappelait plus exactement de la suite de la procédure décrite dans la série. Face à la confusion générale, Sabri proposa une solution radicale, disant qu'il allait la prendre dans ses bras, mais le patron rétorqua qu'il risquait plutôt de lui faire mal. Sabri observa la pièce et déclara que l'endroit était assez défraîchi, ajoutant que cela ressemblait un peu à chez le patron. Le patron répliqua avec humour que cela ressemblait peut-être à chez lui, mais que cela sentait sûrement comme chez la mère de Sabri. Les deux hommes commencèrent alors à se chamailler gentiment, évoquant de vieux souvenirs et des cassettes vidéo qu'ils avaient regardées ensemble, concluant qu'on ne pouvait décidément pas rire de tout. Sabri demanda ensuite au patron s'il n'avait jamais pensé à se faire greffer un corps de basketteur, imaginant par exemple la tête d'un humoriste célèbre sur le corps d'un immense pivot de basketball. Le patron lui ordonna d'arrêter ses bêtises et lui demanda où se trouvait la fameuse cassette vidéo. Sabri finit par la trouver et s'éloigna en disant que c'était bon, qu'il tenait l'objet. Le lendemain,
le répondeur de Jean-François diffusa un nouveau message d'accueil, informant ses correspondants qu'il était pour le moment en voyage au Vietnam, mais qu'il restait joignable sur son téléphone portable dont il égrena le numéro, 06 44 42 44 44, invitant chacun à laisser un message après le signal sonore. Rebecca prit l'appareil du bar pour l'appeler à son tour. Elle laissa un message d'un ton piquant, lui faisant remarquer qu'il avait visiblement le temps de modifier son message de répondeur, mais pas celui de lui téléphoner. Elle l'accusa de lui avoir fait le coup du magicien, consistant à passer une nuit ensemble avant de disparaître purement et simplement. Elle tint à préciser qu'elle ne s'ennuyait pas pour autant, révélant qu'elle s'était rapprochée du grand responsable du bar où elle travaillait. Elle ajouta avec une pointe d'ironie que ce n'était pas si mal que ça, mis à part la forme de ses oreilles. Elle conclut en disant que s'il voulait l'appeler, il savait parfaitement où la joindre. Sabri, ayant surpris une partie de la conversation, lui conseilla de ne pas partir comme ça et de prendre ses affaires. Il lui suggéra même d'emporter l'aquarium du bar, s'amusant à l'idée que les gens finiraient par croire que l'endroit était géré par des pisciculteurs professionnels. Il proposa de prendre l'aquarium pendant que Rebecca prendrait un poisson. Un client s'approcha alors du comptoir et commanda une boisson gazeuse. Le patron répondit qu'il s'en occupait dans 2 secondes. Se tournant vers Sabri, il lui demanda s'il ne pourrait pas nettoyer la machine à bière pour une fois. Sabri parut hésitant, mais le patron dit que ce n'était pas grave et qu'il allait le faire lui-même, constatant qu'on ne pouvait plus rigoler avec le personnel. Rebecca demanda au patron de lui préparer ses citrons à la fraise, ce qu'il accepta de faire immédiatement. Sabri lança que si le patron cherchait du personnel supplémentaire, il pouvait l'appeler car il avait grandement besoin de repos en ce moment. Le patron répondit sur le même ton ironique, disant que de cette façon, il serait 3 derrière le comptoir à travailler comme des forçats, ce qui ne le dépayserait pas et permettrait de redresser le niveau de l'établissement. Le patron fit remarquer à Sabri que la serveuse semblait en super forme le soir. Sabri balaya la remarque, affirmant qu'il s'agissait simplement d'une nouvelle technique de management importée d'Amérique, consistant à s'asseoir, à observer et à apprendre par la pratique. Le patron sourit, visiblement sceptique. Béatrice entra alors dans le bar et salua l'assemblée, affirmant que tout allait super bien pour elle. Elle s'assit et demanda à Rebecca si elle pouvait lui préparer un café. Le patron intervint pour faire remarquer à Béatrice qu'elle n'avait visiblement rien compris aux fameuses techniques de management américaines, puisque dans leur établissement, le personnel se reposait, regardait et ne faisait rien du tout. Béatrice donna raison à Rebecca, affirmant qu'il ne fallait surtout pas se laisser faire car si on leur donnait un pouce, ils prenaient un bras. Sabri demanda alors à voix haute dans quel film on pouvait voir une intrigue où une jeune femme se rapprochait du compagnon de sa meilleure amie, une histoire qui s'opposait aux méthodes américaines. Il décrivit une scène avec une superbe femme travaillant dans un bar et une autre travaillant dans un hôpital. Béatrice s'étonna de la mention de l'hôpital, soulignant que cela relevait purement de la fiction, car dans la vraie vie, cela signifierait que Rebecca et elle partageraient le même homme, ce qui était totalement impossible et absurde. Sabri et le patron acquiescèrent, convenant que c'était inimaginable. Béatrice changea de sujet, exprimant son impatience de voir revenir Jean-François, car elle craignait qu'il ait carrément oublié de lui souhaiter son anniversaire. Elle affirma que cela ressemblerait bien à son compagnon d'avoir ce genre d'oubli. À la clinique, le docteur Marc continuait ses consultations. Il s'adressa à Clara en lui disant qu'il adorait l'appeler par son prénom, ce à quoi elle répondit avec un sourire que cela tombait bien puisque c'était effectivement son prénom. L'entrevue se termina et Marc s'apprêtait à partir quand Clara lui fit remarquer qu'il oubliait son dossier. Elle commença à lui dire quelque chose avant de se raviser, s'excusant et disant que cela lui reviendrait plus tard. Marc s'adressa ensuite à mademoiselle Goldberg, lui demandant de finaliser l'opération en cours en lui faisant la plus belle cicatrice de sa vie pour fêter le succès de l'intervention. Il salua Clara et quitta la pièce. Clara commença à recoudre le patient, aidée par un assistant qui comptait à rebours à haute voix, égrenant les chiffres 5, 4, 3, 2, 1. Une petite dispute éclata entre les assistants au sujet du rythme du décompte, l'un accusant l'autre de l'avoir poussé et d'avoir créé une gêne. Soudain, un bruit étrange retentit dans la salle d'opération, une sorte de petite musique légère qui titillait les oreilles des présents.
L'un des assistants demanda s'il s'agissait d'un téléphone portable, mais l'autre répondit qu'il n'en possédait pas et que le son semblait provenir directement du ventre du patient. Ils se demandèrent si c'était le professeur Strauss qui avait opéré cet homme, concluant avec humour que si cela avait été le cas, le patient ne serait probablement plus en vie. Mark rentra précipitamment dans la pièce, le visage blême, tendant l'oreille vers le patient endormi. La voix faible d'une femme résonna depuis l'abdomen de l'homme. Mark constata que le signal était très faible, supposant qu'il devait y avoir une antenne à proximité. Il tenta de parler au ventre du patient, s'exclamant qu'il captait mal et demandant à la correspondante si elle l'entendait. L'infirmière s'approcha et confirma que la voix demandait s'il se trouvait dans un tunnel. Mark décida alors de rapprocher le patient de la fenêtre pour améliorer la réception. Les assistants saisirent le lit à roulettes et le poussèrent vers la lumière du jour, Mark criant au téléphone invisible de patienter le temps d'atteindre la fenêtre. L'un des assistants reconnut la voix au bout du fil, affirmant qu'il s'agissait de la mère de Mark. Paniqués, ils se demandèrent s'ils devaient apporter le téléphone à Mark ou s'ils devaient plutôt aller le chercher à l'intérieur, faisant remarquer qu'il s'agissait tout de même d'un téléphone portable de 80 kg incarné par le patient lui-même. Mark, désespéré, réalisa qu'il avait tout simplement oublié son propre appareil téléphonique à l'intérieur du malade au moment de refermer la suture. L'assistant ironisa sur le fait qu'il tenait là un titre de champion du monde. Pour le rassurer, Clara rappela qu'une fois, le professeur Strauss avait carrément oublié un petit chien dans un patient, relativisant la perte d'un simple téléphone. Mark se prit la tête entre les mains, affirmant que sa carrière était définitivement foutue et qu'il allait devoir s'acheter un lopin de terre pour y cultiver des fraises et des endives. Mathieu lui répondit gentiment que les endives étaient un excellent choix. Clara tenta de le consoler, soulignant que le téléphone avait été retrouvé, que le patient était en bonne santé, même si Mark risquait fort d'être licencié. Mark admit qu'il aurait effectivement pu perdre son travail de manière bien plus dramatique. Clara lui demanda alors ce que représentait réellement un travail dans une vie, lui proposant d'aller boire un verre ensemble après la fin de son service à 19h. Mark accepta avec joie, mais lorsque Clara lui demanda s'il préférait qu'il se retrouve à la clinique, il avoua que cela le gênait et qu'il préférerait aller directement chez elle, ce qu'elle comprit parfaitement. Au bar, le ton monta d'un cran entre le patron et sa serveuse. Le propriétaire expliqua qu'il demandait simplement à Rebecca de servir un client pendant qu'il descendait à la cave, estimant que ce n'était pas une tâche bien compliquée. Face au refus de la jeune femme, il la prévint que si elle continuait à désobéir, il finirait par la licencier. Rebecca ne se laissa pas démonter et rétorqua vertement qu'au moindre geste suspect, elle lui intenterait un procès pour harcèlement sexuel. Le patron se défendit aussitôt, affirmant qu'il ne l'avait jamais harcelée. Rebecca lui conseilla avec assurance de prendre un très bon avocat car il faudrait prouver tout cela devant un tribunal, ajoutant qu'elle avait précieusement conservé les preuves nécessaires. Intimidé, le patron changea d'attitude et accepta de s'occuper lui-même de la cave ce soir-là, murmurant que le jour appartenait au soleil et la nuit à la cave. Sabri arriva sur ses entrefaites, affichant une mine réjouie et affirmant qu'il avait une énergie débordante, au point de vouloir croquer le monde à pleines dents. Le patron lui confia ses déboires avec la serveuse qui risquait de le traîner en justice. Sabri, pour lui remonter le moral, lui tendit un sandwich qu'il avait préparé pour lui permettre de reprendre des forces. Au même moment, Mark et Clara marchaient bras dessus, bras dessous dans la rue. Mark confia à la jeune femme qu'il l'avait remarqué dès le début, mais qu'il avait bêtement voulu éviter de mélanger le travail et les sentiments. Clara répondit qu'elle comprenait parfaitement sa position. Mark ouvrit son cœur, affirmant que ce n'était plus le chirurgien qui s'exprimait et qu'il pouvait désormais tout se dire, exprimant le souhait de faire un long bout de chemin ensemble. Clara sourit et lui lança que puisqu'il pouvait tout se dire, il allait rire en apprenant que c'était elle qui avait délibérément dissimulé le téléphone portable dans le ventre du patient afin qu'il soit licencié et qu'il ait enfin du temps à lui consacrer. Mark s'arrêta net, le regard noir, lui demandant de bien le regarder car c'était la toute dernière fois qu'elle le verrait de sa vie. Il s'éloigna à grands pas, laissant Clara désemparée, lui criant qu'il n'avait même pas goûté le sandwich qu'elle lui avait préparé. De retour au bar, Béatrice confia au patron qu'elle aimerait qu'il aille chercher ses vêtements au pressing, lui tendant de l'argent. Le patron refusa poliment, affirmant qu'il avait envie de lui dire non. Béatrice insista, le traitant affectueusement de bête. Soudain,
Sabri et le patron décidèrent de confronter Rebecca. Sabri lui demanda si elle reconnaissait une petite cassette de répondeur téléphonique qu'il tenait à la main. Rebecca pâlit en entendant la musique de fond se déclencher. La voix de Rebecca résonna dans le bar, diffusant le message où elle avouait avoir eu des aventures successives avec Sabri et avec Jean-François, se plaignant de sa vie sentimentale tumultueuse. Le patron lui demanda comment elle comptait expliquer cela. Sabri lui posa un ultimatum clair, lui donnant le choix entre tout avouer à Béatrice ou quitter immédiatement son emploi et la région. Il résuma rapidement les options et Rebecca choisit de partir sans demander son reste. Sabri observa le comptoir et fit remarquer qu'un petit poisson chinois apportait une jolie touche d'animation dans un bar. Le patron approuva, mais suggéra qu'il serait encore plus approprié d'accrocher une tête de gnou mort sur le mur pour parfaire la décoration. Sabri fit remarquer avec humour qu'un gnou n'avait pas vraiment de tête distinctive. Pour parfaire l'ambiance, le patron suggéra d'ajouter des bruits de chacal en fond sonore, ce qui fit rire les deux complices. Sabri regarda l'aquarium, affirmant que le poisson semblait le regarder et le reconnaître. Béatrice revint alors dans la pièce, annonçant avec enthousiasme qu'elle avait trouvé une nouvelle place de secrétaire dans le cabinet de Jean-François, ce dernier ayant immédiatement donné son accord. Elle souligna à quel point Jean-François était quelqu'un de sympathique et d'intelligent. Le patron et Sabri se regardèrent en souriant, heureux de voir leur amie heureuse et épanouie dans sa nouvelle vie, concluant que tant qu'il ne faisait pas d'enfants, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes.